Ouais, alors nous, ça fait un moment qu'on s'est tourné vers les appart-hôtels. Les appart-hôtels, en fait, c'est comme un hôtel, sauf que c'est pas des chambres, mais ça va être on appelle ça soit des studios, soit des suites, ça peut être des 2-3 chambres à coucher. Enfin, il y a tout le service comme dans un hôtel, sauf la restauration. Et par contre, t'auras une cuisine ou une kitchenette, t'as les couverts, t'as les poêles, t'as les casseroles, t'as du sel, t'as de l'huile, t'as tout. La spécialité, c'est qu'on essaie de réduire comme une part de service, donc il n'y a pas forcément de réception toujours sur place. On a des check-in qui se font avec des applications, la plupart du temps, ou un badge, qui permet de faciliter un peu et donner plus d'autonomie aux locataires. Ça offre beaucoup plus de flexibilité à tout le monde et ça enlève certaines contraintes. C'est notre mode opératoire actuellement, c'est d'avoir des check-in qui sont autonomes. Ça n'enlève rien au service client, on arrive à faire beaucoup de choses à distance. Si t'as plus de batterie sur ton téléphone et que t'arrives pas à ouvrir ta porte de ta chambre, ben, je te l'ouvre à distance. Donc tu peux rentrer chez toi à toute heure. Et au final, ça perturbe, je dirais, 10% des gens, mais 90% des gens apprécient cette flexibilité et en sont très contents. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Nicolas Montagnier de Coucou & Co. Hello Nicolas. Salut Edouard, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ouais, bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de tourner cet épisode. On va s'intéresser à la location courte durée qui est ta spécialité, vraiment, chez Coucou & Co. Explique-nous peut-être d'abord le parcours, l'histoire de la société et puis ensuite après on rentre dans le vif du sujet. Ouais, bah écoute, Coucou & Co, c'est déjà c'est déjà un petit peu ancien, ça date de 2016. Ouais. J'étais en bachelor à l'HESSO de Sierre en filière tourisme. Et on a eu l'occasion de remplacer notre stage de fin de cursus, de fin de bachelor, par une expérience entrepreneuriale dans l'incubateur de la HES qui s'appelle BEX, pour les étudiants qui sont en bachelor. Et j'ai eu l'idée du coup de créer cette... à la base, l'ambition n'était pas de créer une boîte tout de suite, c'était d'essayer de valider un concept. Et le concept, c'était de mettre des logements sur Airbnb pour des tiers. Airbnb, à la base, c'est c'est le propriétaire lui-même qui va sur la plateforme. Mmh. Et là, le but, c'était justement d'offrir ce service aux propriétaires, sachant que les agences de village qui, généralement, pour ici, donc en Valais, géraient cette location touristique de chalets, appartements de vacances. Et du coup, ils n'étaient pas du tout digitalisés. C'était vraiment du bouche à oreille, ils avaient une petite affichette dans la vitrine et du coup ils n'étaient pas du tout sur les plateformes de réservation Booking.com ou Airbnb, et à l'époque c'était vraiment Airbnb qui buzzait et qui générait énormément de réservations, et du coup nous on a essayé d'approcher les propriétaires et se démarquer un petit peu et de leur proposer nos services de conciergerie pour être sur Airbnb. Et pendant ce bachelor, donc on était une équipe qui n'est pas l'équipe Coucou & Co aujourd'hui. Et on a eu 3 logements en gestion. Et on a pu, valider un peu le concept et le marché. Et on s'est rendu compte que justement, on arrivait à louer beaucoup plus qu'une agence immobilière classique. Et ce qui nous a permis d'être référencés de propriétaire en propriétaire. Dans les villages, il se passait le mot. Et grâce au bouche à oreille, on a eu nos premiers clients comme ça. Okay. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et suite justement à mon bachelor, j'ai décidé de continuer l'aventure. Et je me suis associé avec quelqu'un qui fait la même filière, mais pas dans le même projet. Même cursus entrepreneurial de la HES, mais pas le même projet, et qui est informaticien, qui est Andreas Fischer, et c'est notre CTO. Et on a créé, fin 2017, une SARL. Mmh. Et depuis ce jour-là, Coucou & Co est né. C'est pour ça aussi qu'on a un nom qui est parfois un peu particulier. Beaucoup de gens me demandent d'où vient le mot Coucou & Co. Mais en fait, à la base, c'était un projet d'école. Et ouais. On avait fait un petit logo qui était un coucou suisse avec une horloge à coucou, et on ne trouvait pas vraiment de nom pour le projet. Et du coup, on va appeler ça Coucou & Co vu qu'il y a une horloge à coucou. Et voilà, aujourd'hui, c'est une SA avec 13 collaborateurs. Mais voilà, entre-temps, il y a eu des étapes. On a vraiment commencé d'abord avec les logements de vacances ici en Valais, station par station. En parallèle, on a développé notre outil de gestion, donc ce qu'on appelle un PMS, Property Management System, en langage
un peu plus technique, qui nous permet en fait d'avoir énormément de flexibilité dans la gestion de nos objets. On n'est pas dépendant d'un outil du marché ou d'un outil que quelqu'un a développé pour être mis sur le marché. Donc c'est vraiment notre outil. On a tout fait sur mesure selon nos process, selon le service qu'on voulait offrir. On a digitalisé et automatisé énormément de process. Et qui aujourd'hui nous permet de donner des interfaces de reporting à nos propriétaires notamment, avec énormément de transparence, à nos sociétés partenaires, notamment tous nos partenaires pour le nettoyage, pour nos clients. Locataires aussi, ils ont toute une interface avec un guide pour accéder au logement. Il y a un vrai écosystème et on gère vraiment tout l'écosystème à partir de cet outil-là. Et ce qui rend la chose vraiment, aujourd'hui avec plus de 300 logements pertinentes, d'avoir fait ça et d'avoir développé notre outil informatique. Est-ce que le Airbnb et la location courte durée ou moyenne durée, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, est-ce que ça permet vraiment d'augmenter la rentabilité d'un bien immobilier? Est-ce que ça fonctionne uniquement pour un bien immobilier qui est à la montagne, station de ski, normale, traditionnelle, ou bien ça peut fonctionner en ville aussi? Non, ça fonctionne d'abord en ville avant la montagne. Ouais, bien sûr. En montagne, ça fonctionne uniquement parce qu'il n'y a pas de demande pour des longs séjours, enfin pour des baux annuels. Mais en ville, on arrive à avoir des fois des plus de 100, plus de 300%, ce qui est assez énorme. Ah ouais, quand même. Sans citer de ville précise, mais dans les centres urbains de l'Arc lémanique, ça marche vraiment bien. On arrive à avoir des rentabilités qui sont tout autres par rapport à une location standard non meublée. Par contre, il ne faut pas oublier que ça génère parfois un petit peu plus de charges aussi pour le propriétaire. Enfin, du moins qu'il doit assumer certaines charges qu'il n'a pas l'habitude d'assumer, comme l'eau et l'électricité. Mais c'est clair qu'un studio au centre-ville de Genève qui va se louer environ 2500 francs par mois, ou avec des nuits, enfin en meublé, moyenne durée, ou avec des nuitées, on va réussir à monter jusqu'à 4000 francs par mois. Qui serait sur le marché loué à 1500 francs. Bah, forcément, il y a un gap qui est considérable quand même pour le propriétaire. Après, je tiens à préciser, nous, c'est pas forcément notre marché aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui, les villes sont en train de régulariser énormément avec toute l'exploitation d'appartements sur Airbnb, surtout dans les lieux en pénurie de logement. Nous, on met vraiment le focus sur des biens, des appartements qui ont une affectation commerciale. Donc, type hôtel, appart-hôtel, des bureaux. Il y a beaucoup de bureaux qui sont en train d'être transformés en appart-hôtel, où ils gardent cette affectation commerciale, mais pour en faire justement des appart-hôtels, vous appelez ça service apartment ou business apartment, et ce qui permet justement de tirer, en fait, de bénéficier de cet atout qui est la location de courte et de moyenne durée. Ok, d'accord. Et c'est quoi qui fonctionne le mieux entre la location très courte durée d'une semaine, un week-end? Vous faites des nuits simples? Une nuit, on fait pas, on commence à 2 nuits. Ok, d'accord. On commence à 2 nuits, ouais. Trop compliqué à gérer une nuit. Mais en fait, tu vas jamais être, par rapport à un hôtel qui a tout son staff sur place, par exemple, qui va te faire une nuit, tu vas jamais être compétitif parce que tu as ton prix de la nuit déjà que tu veux vendre à bon prix. Et en plus de ça, tu vas rajouter le ménage. Donc, soit le ménage, tu le charges en plus au locataire et je sais pas, il va payer 150 francs la nuit et 150 francs de ménage, tu vas arriver à 300 francs alors que tu as l'Ibis à côté qui est à 115 francs. Soit tu prends le ménage toi à charge sur une nuit, mais sauf que tu loues 150 et tu as 150 de ménage et tu arrives à 0 à la fin. Enfin, dans le sens, ça fait pas de sens. Ouais, ok, d'accord. Donc, et puis, on en parlait tout à l'heure, mais la location moyenne durée qui est complètement différente de la courte durée. Moi d'ailleurs, je vous avais connu à cause de ça. Sur un article de journal, vous parliez de ça. Donc, location sur plusieurs mois, comment ça fonctionne ça concrètement? Donc, on travaille beaucoup, on a déjà une forte demande en Suisse et on travaille beaucoup aussi avec des multinationales ou des agences de relocation qui sont spécialisées dans l'intégration de travailleurs de multinationales étrangers qui arrivent en Suisse. Ils vont les aider avec l'école, l'assurance, justement le premier logement. Et ces gens-là, souvent, ils arrivent de l'étranger, ils ont besoin de quelque chose qui est prêt à l'emploi.
Et ils ont des budgets qui sont alloués par leur société. Et du coup, nous, on va leur mettre à disposition un logement pendant 1, 2, 3, 4 mois. Et ce qui, eux, va leur rendre service parce qu'ils arrivent en Suisse et qui, au propriétaire, va être aussi bénéfique qui va être bénéfique dans le sens où il va tirer un meilleur loyer que s'il le louait de manière classique, mais il a aussi un plus grand risque de vacances. Après, c'est un marché qui a beaucoup dans les grandes villes. Ça permet de sortir un petit peu justement de toutes ces contraintes au niveau réglementaire de Airbnb. Et nous, ce qu'on propose toujours à nos propriétaires, c'est de faire un mix des deux. Donc il y a toujours une saison dans l'année où il y aura plus d'expatriés, plus de demandes pour du moyen terme. Et en parallèle, il y aura d'autres périodes dans l'année, peut-être les 2 mois d'été, juillet, août, où il y aura plus de tourisme, plus de gens qui vont venir en visite, qui vont bouger. Et là, c'est intéressant d'être captif sur les courts séjours, donc 2, 3, 4, 5, 10 nuits, à entre 100 et 200 francs la nuit, où là, justement, en 10 jours, on a l'équivalent d'un loyer standard. Ouais, complètement. Pour ceux qui nous écoutent et qui potentiellement ne savent pas ce que c'est les appart-hôtels, tu peux clarifier un peu rapidement comment ça fonctionne, ça? Ouais, alors nous, ça fait un moment qu'on s'est tourné vers les appart-hôtels. On en a 2, je dirais, gros en gestion, avec plus de 50 appartements dedans. Un à Aigle devant la gare et un à Morges. Ah, vraiment pas en montagne, hein? Et non, pas en montagne. Non, bon, la Suisse romande, c'est petit, mais c'est très diversifié. Et non, c'est pas que en montagne. Je sais qu'on a cette image de Valaisan en montagne, mais comme je t'ai dit, j'habite à Genève, donc je suis pas si montagnard que ça. Et du coup, non, on est vraiment sur toute la Suisse romande. Et les appart-hôtels, en fait, c'est comme un hôtel, sauf que c'est pas des chambres, mais ça va être on appelle ça soit des studios, soit des suites, ça peut être des 2, 3 chambres à coucher. Mais il y a tout il y a tout le service comme dans un hôtel, sauf la restauration. Et par contre, tu auras une cuisine ou une kitchenette. Tu as les couverts, tu as les poêles, tu as les casseroles, tu as du sel, tu as de l'huile, tu as tout. Et tu as un service en chambre aussi, changement de drap, tu as du housekeeping. Et voilà, c'est comme un hôtel, sauf que c'est des appartes. Et nous, ce qu'on fait, la spécialité, c'est qu'on essaie de réduire comme une part de service, donc il n'y a pas forcément de réception toujours sur place. Okay, ouais. On a une réception à distance. On a des check-in qui se font avec des applications, la plupart du temps, ou un badge, qui permet de faciliter un peu et donner plus d'autonomie aux locataires. Donc, si tu sais pas si tu arrives à 17h ou à 22h, ou une fois, ça m'a fait ça, une petite anecdote. Tout début de Coco & Co, on accueillait les clients dans les logements. Ah ouais. Et une fois, il y avait un touriste qui arrivait à l'aéroport de Genève et qui avait réservé un chalet dans le Val d'Anneviers. Et voilà, moi j'étais tout excité. Je suis allé l'attendre dans mon chalet, je crois que j'ai attendu 5 heures. Parce qu'il m'a écrit un message, il m'a dit c'est la première fois que je suis venu j'arrive de Suisse, il venait d'Asie. Je suis passé sur l'autoroute au Lavaux, c'est tellement beau, je me suis arrêté pour faire des photos et manger quelque chose. Et bref, et du coup, je le comprends, mais du coup, j'ai attendu 5 heures devant le chalet et voilà. Et lui, il a pris son temps. Et du coup, je me suis dit, avec une boîte à clés ou une serrure digitale, ça aurait fait la même chose au final. Ouais. Ma plus-value était très limitée. Ouais. Et ça offre beaucoup plus de flexibilité à tout le monde et ça enlève certaines contraintes. Et du coup, c'est notre mode opératoire actuellement. C'est d'avoir des check-in qui sont autonomes. Ça n'enlève rien au service client. On a un service client donc une équipe de service client qui travaille 7 jours sur 7 avec des erreurs étendues pour justement gérer l'accueil de tous les clients. On arrive à faire beaucoup de choses à distance. Aujourd'hui, si t'as plus de batterie sur ton téléphone et que t'arrives pas à ouvrir ta porte de ta chambre, je te l'ouvre à distance. Okay. Donc tu peux rentrer chez toi à toute heure. Et au final, ça perturbe, je dirais, 10% des gens, mais 90% des gens apprécient cette flexibilité et en sont très contents. Et derrière, pour que ce soit, je dirais, rentable pour le propriétaire et intéressant financièrement, ça permet aussi de réduire fortement les charges. Aujourd'hui, dans un hôtel 3 étoiles, je dirais classique, dans un centre urbain, 40% du chiffre d'affaires, c'est une charge salariale. Ouais. Donc du personnel. Donc tu enlèves déjà 40% pour ton personnel, après tu rajoutes les autres charges. Aujourd'hui, un hôtel 3 étoiles dans un centre-ville, c'est très compliqué d'être rentable. Nous, on coupe ça et on coupe vraiment là-dedans. Et je dirais que l'ensemble des charges pour le propriétaire ne dépasse jamais les 35%.
Ok, tout compris. ok, d'accord. Donc personnel, frais de réservation de plateforme, housekeeping, blanchisserie, consommables, eau, électricité, la totale. D'accord. Donc voilà. Donc votre métier maintenant, ça devient bientôt plus de la vente pure et du marketing pur pour mettre en avant les objets, plus que de la gestion alors. Non, parce que la C'est gestion quoi qui doit vous prend du temps? Vraiment. Tout qui prend du temps. tout prendre. Ouais, tout prend du temps. On fait du service client, Ouais. ça reste de l'hôtellerie, donc les gens sont très soucieux de beaucoup de choses. On doit faire attention aux détails. Ouais. On n'est pas en train de construire, de faire de la maçonnerie, quoi. C'est vraiment, c'est le diable se cache dans les détails. On est vraiment là-dedans. Mhm. Et tout prend du temps, hein, que ce soit de gérer la qualité de nos logements, dans les standards qualité de nettoyage, mais aussi enfin voilà, des choses s'usent dans les appartements, ce qui est normal. Mais c'est vraiment de savoir, enfin, de maintenir un certain niveau de qualité. Et ce qui après c'est aujourd'hui, après il y a la partie marketing, mais aujourd'hui on a plus de demandes que de logements, donc Ah ouais. on pourrait absorber beaucoup plus de logements Ok. parce qu'on a la demande. Et notre problématique aujourd'hui elle est plus du côté logement, donc d'avoir plus de logements en gestion que de trouver des locataires, parce que des locataires il y en a énormément. Ok. Enfin, ce qu'on appelle locataires, mais c'est des voyageurs, enfin, des touristes, Ouais, bien sûr. clients touristes. Et le droit du bail là-dedans, c'est pas trop une contrainte? Parce que dans les villes comme Lausanne et Genève, il y a des limites quand même. En matière de location Airbnb. Oui, alors niveau Airbnb, oui, mais Airbnb n'est pas dans le droit du bail. Enfin, c'est de l'activité commerciale. Ce qui est exclu du champ du droit du bail. Par contre, là où ça devient un peu touchy, et je pense qu'il y a une zone grise à un certain niveau, enfin, je suis pas avocat, mais il faudrait consulter un expert du droit du bail, mais il y a un moment où on va rentrer dans le droit du bail pour les séjours de plus de 3 mois. Donc là, on fait un bail en bonne et due forme avec les annexes, etc. Vous faites souvent des baux plus de 3 mois? Ouais, ça arrive. Ouais. Ah, ok. Ça permet aussi aux gens de se domicilier. Ouais, Donc pour ok. un expatrié qui arrive, c'est intéressant de pouvoir se domicilier à son adresse. Ok. Et ouais, du coup, on fait des baux pour logement meublé avec service. Mais à partir de 3 mois seulement. On n'en fait pas en dessous. Et c'est le minimum légal en termes de durée. Ok. Et du coup, on n'a pas vraiment. Aujourd'hui, le droit du bail n'est pas c'est pas un problème. Donc, on respecte les règles et on s'y fie. Et forcément, on est avec la limite inférieure en termes de durée. Mhm. Mais je crois qu'actuellement, il n'y a pas de souci. Vous avez des gens qui vivent à l'année dans les appart-hôtels? Ça, c'est mon rêve, ça. Oui, Je peux venir vers vous et louer à l'année un appart oui, dans un oui. hôtel. Après, économiquement, ça va pas être très avantageux pour toi. C'est clair que, Ouais. je sais pas, notre appart-hôtel de Morges, un studio, ça doit coûter 2000. Si tu prends pour plus de 3 mois, c'est le prix minimum que tu vas avoir, c'est pour plus de 3 mois. Ça va te coûter, toutes charges comprises, 2100 francs par mois. Ok. Et que ça, tu as la blanchisserie, enfin, nettoyage, changement de drap, toutes les TV, Wi-Fi, eau, électricité, un Ok. parking. Donc voilà. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, Et en location annuelle, c'est combien? justement, je connais pas le marché du non meublé, mais je pense qu'aujourd'hui, à Ouais. Morges, tu arrives à trouver un studio pour moins de 1500 francs. Ouais. Ou même moins de 1002. Ouais, ok. Donc après, c'est toi à voir si c'est le confort que tu veux t'offrir et que c'est la vie que tu veux mener. Viens dans un appart-hôtel, tu vas être bien. Tu vas être même très bien. Ouais, Mais c'est clair que sur le long terme, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus avantageux. Ok, ça vous arrive jamais alors? Si, ça nous arrive. Il y a des gens, il y a des expatriés qui arrivent et qui prennent un logement pour un an parce qu'ils savent qu'ils repartent dans un an et qu'ils veulent pas acheter du mobilier, ils veulent s'installer vite, bon. ils veulent aller vite. Ouais, bon, ça fait du sens là. Ouais, c'est clair, ça fait du sens. Tu habites aux États-Unis, tu viens avec ta famille, je sais pas, chez Nestlé, à Vevey, t'as 3 enfants à gérer, ton boulot, 1000 problèmes. T'as pas forcément envie de commencer à aller chez Ikea acheter un lit et de le monter le samedi et de commencer à faire de la déco, d'acheter des rideaux et tout ça. Et comment tu expliques qu'il manque des logements là, par rapport à la demande que vous avez? Du coup, vous avez passablement de demande. Mais parce que si la rentabilité a augmenté comme ça et que vous travaillez bien, vous devriez trouver des propriétaires pour louer ça. Bon, deux choses.
on est une jeune société, on a pris un peu de temps à se faire connaître, je pense. Ouais. Deuxièmement, je pense que je t'apprends rien, mais tous les projets dans l'immobilier prennent du temps. Effectivement. Et par exemple, on doit ouvrir 2 appart-hôtels, mais on attend des autorisations on transforme 2 appart-hôtels, 2 hôtels, pardon, anciens hôtels qu'on va rénover et transformer en appart-hôtel. Okay. Bon, on a dû demander un permis de construire pour pouvoir le faire. Et tout d'un coup, ça projette ton ouverture de ton hôtel à 12 ou 18 mois. Donc ça, c'est des projets qu'on est en train de mener en ce moment. Et ce qui, voilà, ça prend du temps. Après, je pense que c'est aussi c'est vraiment un marché de niche. Et c'est des types de biens de niche. Il n'y a pas grand monde qui construit un immeuble et qui se dit, je fais des appartements mais commerciaux. Enfin, c'est pas forcément dans la mentalité des gens. Et les deux, en fait, qu'on a actuellement, les 2 gros qu'on a actuellement à Morges et à Aigle, c'est le cas. C'est des appartements, c'est des immeubles qui ont été construits avec d'appartements, mais avec une affectation commerciale. Okay. Et donc, ça se prêtait parfaitement à un appart-hôtel. Mais l'appart-hôtel, après, c'est mal connoté, c'est mal connu aussi. Les communes n'y comprennent rien du tout. Ouais, ça doit pas être simple. Non. Et on a dû expliquer. J'ai un immeuble de résidentiel d'appartements normaux, c'est pas simple. Alors, on a dû expliquer à une commune, je pense que la commune se reconnaîtra, ils nous ont repoussé de 6 mois l'ouverture d'un appart-hôtel parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était. Ils pensaient qu'on déguisait des appartements sous une forme commerciale parce que c'est pas l'affectation ne permettait pas de faire du logement. Ouais. Du coup, ils pensaient qu'on déguisait des appartements sous la forme d'appart-hôtel alors que c'est pas du tout ça et que maintenant ils se rendent bien compte qu'ils peuvent venir. Du reste, ils ont fait, la commune a réservé pour certains de leurs partenaires chez nous au final, ils sont venus avec un groupe et pour 2 nuits. Et donc ils se sont rendus compte que c'était vraiment un hôtel, mais ça a été long de leur faire comprendre que ça allait vraiment être un hôtel et qu'il n'y avait pas de réception et etc. Enfin voilà, si on n'est pas dans le monde de l'immobilier ou de l'hôtellerie, c'est pas facile forcément, je pense, de comprendre. C'est clair, dans les municipalités, ça doit pas être simple, ouais. Ça doit vraiment pas être simple. Dans ces hôtels justement que transformés en appart-hôtel, vous êtes en partenariat avec l'investisseur qui est en train de faire le projet? Comment ça se passe? Vous avez acheté l'hôtel? Non, alors Coco & Co est propriétaire d'aucun bien immobilier. Okay. Nous, on est l'exploitant et on va mener l'exploitation pour le compte du propriétaire. On travaille toujours en management contract. Okay. Donc, ce qui permet au propriétaire de bénéficier de la plus-value que l'activité va générer. Ouais. Par contre, il porte le risque aussi. Ouais, bien sûr. Mais le risque aujourd'hui, il est marginal dans un centre-ville, enfin même en Suisse romande. Et du coup, c'est notre mode opératoire actuellement. Et du coup, vous êtes intervenu, ça c'est intéressant, dans le projet de rénovation directement. Dès le départ, vous êtes intervenu pour donner votre avis. Exactement. Sur ce que vous allez faire. Pour le cas de Lausanne, on a fait le projet même d'architecture d'intérieur. Donc, okay. Et tout le descriptif de travaux. Donc c'était pour on a fait ça en partenariat avec un architecte d'intérieur. Okay. Pour vraiment que ça ressemble à ce qu'on voulait à la fin. C'était 15 mètres carrés les chambres d'hôtel, donc c'était pas très grand. Ouais. Pour commencer à en faire mettre une kitchenette, 1 litre 160, un peu de rangement, un bureau, une table à manger. Enfin, c'était chaud. Donc il fallait bien réfléchir et être optimal. C'est clair qu'il n'y a pas tout le monde qui peut conceptualiser une chambre comme ça de manière très ergonomique et avec un rendu qualitatif final qui soit bon. Ouais, c'est clair. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de vous concentrer vraiment sur ces objets-là, qui sont des objets d'ailleurs, mais plutôt centre-ville, hors montagne, parce qu'il y a des appart-hôtels en montagne aussi. Ouais, mais alors j'en connais pas, si tu veux en présenter, c'est avec plaisir. Ah, c'est vrai? Il y en a. Il y en a un à la Tsuma, non? Ouais, dans plusieurs stations. Ouais. Mais non, alors on a deux secteurs d'activité chez Coco & Co. On a tout ce qui est single unit, donc les logements individuels. Ça peut être tant un privé qu'un instit. On travaille aussi beaucoup avec des instits pour tout ce qui est logement vacant, pour combler de la vacance. Okay. Dans des régions un peu sinistrées au niveau de la vacance. Genre où? Chaux de Fonds. Évidemment, ouais. Et du coup... Non, mais ça m'intéresse. Qui c'est qui veut aller 2 nuits ou 3 nuits dans Chaux de Fonds, je pensais pas que ça marcherait autant. Franchement, non, mais
Voilà, il y a Breitling, ils prennent un appart chez nous pendant 6 mois, tu vois. Ok, ouais. Pour leurs expats. Ok. Ouais, non, Non, il y a du monde à la Chaux-de-Fonds. Je pense que c'est très sous-coté comme ville. Parce que c'est pas si affreux que ça. Je sais pas si tu y as déjà été. Non, enfin, ouais, vite fait. Mais alors, le locle, c'est un autre level. Je crois qu'on a un call avec une propriétaire prochainement pour un appart au locle. J'ai hâte. Mais C'est combien la semaine, non, à la Chaux-de-Fonds? ouais, mais un 4,5, je crois qu'il était loué 1008. Un 4,5 tout neuf. Hein. Par mois? Ouais, il était loué 1008, ce qui était déjà non meublé. Hein, ce qui était déjà cher pour la Chaux-de-Fonds. Ouais. Genre 140 mètres carrés. Et je crois qu'on les loue 3005 au mois. Ouais. Ah ouais, bien. Et si Ah, c'est 4,5, 3005 à... si c'est à la nuitée, bon après t'as des charges qui s'appliquent. Ouais, bien sûr, ouais. Mais après, si c'est à la nuitée, c'est plus. Il y a un Américain qui est venu 2 mois à la Chaux-de-Fonds pour apprendre le français cet été. Ok. Et je crois que sur les 2 mois, il a dû payer 12 000 francs. Ah ouais. Donc, quand même. donc non, après c'est un peu comment dire, c'est des destinations où c'est un peu plus opportuniste, dans le sens où t'as pas un taux de remplissage qui peut être autant garanti qu'à Genève ou à Lausanne. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais les propriétaires à Chaux-de-Fonds, Loc, tout ça, contactez Foucault &Co. Vous allez exploser votre rentabilité. Ouais, non, noyez pas le marché non plus. Mais, non, ouais, du coup, donc on a ces single units qui sont des logements individuels dans des appartements dans des immeubles locatifs. Et après, on a les multi-units qui sont les appart-hôtels, où là, c'est l'immeuble qui est dédié entièrement à l'activité. Et donc, on a ces 2 segments d'activité chez Foucault &Co. Et on n'en privilégie pas l'un par rapport à l'autre. C'est juste que c'est des relations avec des propriétaires qui sont différentes. Une fois, c'est une clientèle plutôt privée, parfois de résidence secondaire même, donc qui occupent partiellement leurs biens aussi. Donc, ils sont très émotionnels avec leurs biens. Donc, c'est une gestion aussi qui est différente. C'est des honoraires qui sont différents. C'est plus ou moins chronophage. C'est clair que si on a 5 ans dans le même immeuble, c'est pas la même chose que si c'est je crois que le plus loin on est à Fischertal. Je sais pas. Mais non, c'est en Valais, au fond du fond. Et du coup, c'est clair que c'est pas la même chose. Donc, vous êtes à Zermatt aussi? Ouais, on est à Zermatt. Par contre, galère, ça. C'est une galère. C'est une femme de ménage, elle va te coûter 70 francs de l'heure. Ah ouais. Mais c'est la destination la plus incroyable en termes de nuitée. Parce qu'on arrive à générer. On a des apparts qui tournent. On a un 2,5. Je sais pas, il y a certains mois, on sort plus de 6 000 francs pour le propriétaire. Ah ouais. Ok. C'est quoi le taux vas-y, dis-moi. Non, mais Zermatt, c'est incroyable. Et c'est fou. il y a eu un gros down pendant le Covid. Mais je pense que le down, il était moins bas qu'ailleurs. Ok. Parce qu'il y a quand même les Suisses, ils se disaient, c'est peut-être le moment d'aller à Zermatt parce qu'il n'y a pas de touristes étrangers. Ouais. Mais là, il y a la clientèle asiatique qui revient et c'est incroyable. Par contre, c'est compliqué d'y rentrer, c'est compliqué d'y rester. Il y a la concurrence à la rue sur place. Enfin, je pense que tu connais Zermatt un petit peu. Et il faut respecter ça. C'est ce qui a fait la force aussi de Zermatt et ce qui a permis à Zermatt de se développer comme ça actuellement. C'est quand même, je pense, un développement, en tout cas pour les Alpes, voire les Alpes de France, Italie, Suisse. Mais aussi en Valais, c'est un développement de station qui est incroyable, le modèle de développement. Et c'est un succès, je pense, qui est dû aussi à ça, cette volonté de préserver, de conserver. Donc parfois, quand tu rentres dans le marché, c'est pas facile. Ouais. Tu te fais un peu secouer. Complètement. Mais c'est incroyable, Zermatt. Magnifique. Du coup, si, admettons, je suis propriétaire, et puis j'ai un appart, je veux le louer via vous, je fais quoi? Tu nous contactes. Si toi, tu es habitué d'être un investisseur, je dirais, de l'immobilier plutôt classique, tu vas devoir investir dans du mobilier, parce que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire pour tes autres locataires. Ouais. Donc, tu vas devoir meubler ton appart. Nous, on a un service d'ameublement aussi en interne, donc c'est aussi un service qu'on propose à nos propriétaires. Ah, okay. Donc, en l'espace de 6 semaines, on arrive à meubler un appart. Ah, excellent. Et ça va tout, ça va du lit à l'oreiller, à la petite cuillère, au couteau et à la déco, la fausse fleur sur la table, pour avoir un peu de déco. Et après, on va donc... ça, c'est la première étape. Après, bien sûr, il y a un contrat. Et ensuite, on va commercialiser ton logement. Ça passe aussi par une visite virtuelle
On a toute la clientèle internationale qui peut pas toujours visiter les appartements avant de venir. Donc les visites virtuelles, c'est indispensable. Et après, on va diffuser ton logement à tous nos partenaires. Donc, je dirais direct de Cook & Co, donc multinationale, l'agence de relocation. On va aussi être sur des sites comme ImoScout. Il y a toujours une catégorie meublée. On va aussi aller dessus. Et après, on va aller aussi sur donc, ce qui est sur le court terme. Booking.com, Airbnb, TripAdvisor et d'autres plateformes qui émergent. On a aussi un site de réservation en direct. Et ensemble, on va déterminer la stratégie de prix. Donc, un prix au mois. Pour justement les locations, je dirais, moyenne durée, pardon. Et on a un outil de dynamic pricing, donc un algorithme qui va chercher le prix à la nuitée le plus optimal et qu'on va paramétrer aussi ensemble. On va limiter aussi les durées de séjour dans le temps. Donc, je ne sais pas si quelqu'un réserve dans 12 mois, on va lui demander de prendre au minimum 1 ou 2 semaines. Mais s'il réserve aujourd'hui pour demain, il va pouvoir prendre 2 nuits. Donc, il y a aussi toute une stratégie de prix qui est mise en place et de durée de séjour, comme dans un hôtel au final. Et qui va nous permettre de maximiser le rendement de ton logement, que ce soit une résidence secondaire. Si tu as une résidence secondaire, on va te donner en plus de ça un calendrier du logement, où toi, tu vas pouvoir bloquer tes dates. Je sais pas, si tu veux faire Nouvel An en famille dans ton chalet, tu vas pouvoir saisir tes dates, les bloquer, ça va les bloquer chez nous, ça va les bloquer sur les plateformes, tout est automatique. Et sur cette interface aussi propriétaire, donc où tu as ta calendrier, tu vois aussi ton logement, tes commentaires, tu vas pour optimiser, je sais pas, si quelqu'un te dit que ton mur vert derrière ta tête de lit, il est affreux, et ben toi, tu vas peut-être te dire, ok, bon, peut-être que je le remets en blanc. Avec notre outil donc notre interface de propriétaire, on a aussi tout un outil de reporting. Donc, tu peux voir ton taux d'occupation, tu peux voir tes réservations, tu peux voir le nom des gens qui viennent chez toi, tu peux voir ton chiffre d'affaires, tu peux voir tes sources de réservation, si ça vient de Airbnb, d'en direct. Voilà, il y a une transparence totale qui s'installe, c'est très important. Ici, les agences valaisannes, historiquement, elles n'ont pas trop prôné la transparence dans la location de vacances. Mmh. Et du coup, on s'est rendu compte que dans les stations, les gens étaient un peu réticents à vouloir louer. Et du coup, nous, on a misé vraiment tout sur la transparence. Donc, si ton bien il est loué, tu le vois, tu vois combien tu as gagné, tu vois combien va te coûter. Enfin, tu vois les charges qui vont en découler. Ouais. Voilà, c'est transparent et tu l'as sur ton téléphone, donc tu l'as en temps réel partout. Okay. Donc, on a aussi des gens qui partent à l'étranger et qui ont une maison ou un appart. Ils nous disent, ok, je vous fais confiance, mais je suis pas là pour vérifier ce qui se passe. On me dit, pas de souci. T'es à l'autre bout du monde, tu te connectes, tu regardes ce qui se passe, tu reçois un mail, si t'as une nouvelle réservation, tu vois ton chiffre d'affaires qui augmente, tu vois les versements qui ont été faits, tes décomptes, on va te payer ta taxe de séjour, tout ça. Enfin bref, il y a vraiment ça, c'est clé en main. Après, le but pour le propriétaire final, c'est que ce soit un service clé en main qu'on s'occupe vraiment de tout. Et pour un propriétaire du coup qui loue avec vous, courte durée, moi j'avais toujours la question de l'entretien, parce qu'en location courte durée, il y a forcément plus d'entretien. Location de longue durée, parce que les locataires, on s'en fout un peu plus de leur logement. Bien, c'est pas le cas. Comment est-ce que vous triez quand vous recevez des dossiers ou des réservations, la qualité des locataires? Si vous triez, hein. Alors, je pense que c'est pas exact de dire que l'usure est plus prononcée avec de la location courte durée qu'avec un bail. Enfin, parce que j'ai vu des appartements en fin de bail, où les gens, ça faisait 15 ans qu'ils habitaient dedans et l'appartement était détruit. Ah ouais. Donc, je pense que par contre, c'est clair que c'est très aléatoire. Ouais. Ça dépend beaucoup de choses. Je veux pas tomber dans des clichés, mais voilà. Il y a beaucoup d'éléments, l'âge, la provenance, qui peuvent faire. Mais même nous, enfin, je pense qu'on part on loue un chalet avec une bande de 10 potes ou avec sa copine. Peut-être que le chalet à la fin, il va pas avoir la même tête qu'on part. Non, mais je veux dire, c'est humain. Après, dans un court séjour comme ça reste de la saleté. Ouais. Donc c'est peut-être 1 ou 2 heures de nettoyage en plus. Les gens gribouillent pas non plus sur les murs. Enfin, il y a pas ils font pas manger au feu de bois au milieu du salon. Dans le sens où les gens qui viennent en Suisse restent des gens civilisés et il y a pas trop on n'a pas trop de soucis avec ça. Après, parfois il y a des accidents qui arrivent. C'est pas vraiment de la mauvaise volonté ou de la méchanceté. Okay. Il y a des accidents qui arrivent, mais là il y a des assurances aussi qui sont faites pour couvrir ce genre de problème. T'as jamais eu t'as pas une anecdote avec un massacre dans un logement une fois? Ouais, on a une.
Tu me donnes des surfaces. Ouais, pendant le Covid, on a on a eu un gars, il a loué une maison à Montreux et il a fait une soirée dedans. Mais il a fait payer l'entrée dans la soirée. Il a mis des sacs poubelles sur les vitres. Et il y a la police qui les a fait partir à 3h du mat. Et il y a la moitié de la soirée, c'était sur le toit de la maison. Et physiquement sur le toit de la maison. Ouais, physiquement sur le toit. Ils estiment qu'il y avait plus de 150 personnes. Et il y a un journal, j'ai oublié le nom, c'est pas 20 minutes qui a fait une série de journaux gratuits pour les jeunes. Ah ouais, c'est possible, oui, c'est possible. Bref. Je suis pas sûr, mais c'est possible. Mais je sais plus si c'était dans 20 minutes ou un autre truc, où je vois, il fait un article, c'est la propriétaire qui m'a envoyé, où c'était un lecteur-reporter qui avait écrit un article et qui disait ma soirée illégale dans une maison pendant le Covid à Montreux. Et il expliquait comment ça s'était passé. Et en gros, le gars, il nous avait peut-être loué la maison pour 1000 balles pour un week-end. Et en fait, il vendait l'entrée plus de 25 ou 50 francs. Je sais plus le tarif, mais bref, il faisait payer l'entrée. Ça se passait sur Snapchat, il fallait l'ajouter sur Snapchat. Il t'envoyait un type en voiture te chercher à la gare de Montreux, il te faisait venir dans la maison. Et bref, on s'est retrouvé. Enfin, le gars, il en a fait un business. Et plein Covid, on s'est retrouvé avec, je sais pas, 150 personnes dans une maison. Incroyable. Mais tu vois, j'en ai pas des anecdotes, j'en ai pas 1000 non plus, donc je vais pas faire peur non plus aux gens. C'est pas un truc qui nous arrive tous les week-ends. J'arrive pas tous les lundis matin et dire waouh, il y a un gars Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? 150 dans la maison, c'est beaucoup. Non, c'est des cas exceptionnels. Et voilà, les propriétaires sont assurés pour ça aussi. Nous, on a aussi une assurance avec Allianz qui permet de garantir un certain montant de dégâts causés par des locataires qu'on n'arriverait pas à encaisser à la fin du séjour, où la caution ne se suffirait pas. Et du coup, voilà, ma foi, ça arrive. C'était un sale épisode. Mais ils ont démonté la maison. Mais ils l'ont pas démonté. Franchement, pour me dire qu'il y avait 150 personnes dedans, ça va. Mais forcément, 150 personnes, ça fout la merde. Après, on a des étudiants de l'EHL, en un an, ils te font une coloc à 3 dans un appart en un an, ils te la détruisent aussi. Donc, bien sûr, c'est clair. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Étudiants de l'EHL, ils font fort et Palinges. Et soirée mousse dans le jardin, il y avait 1m50. La hauteur de la mousse, elle arrivait à 1m50. On voyait plus les gens. et tu vois, la pelouse elle était cramée. Il y a la police qui est venue. Il y a les gens, ils étaient sur le toit aussi. Enfin, voilà. C'est des cas. Je te sors les pires trucs. Non. Le volume global de nuitées et de locataires qu'on a est énorme. Et il y a quasiment jamais de problème. Ouais. Parfois, on n'a pas tous les mêmes normes d'hygiène, je dirais. Mais hormis ça, il n'y a pas de problème. Okay. Des cas comme ça, c'est vraiment pas la norme, et heureusement. Mais aujourd'hui, on en rigole. Sur le moment, on n'en rigole pas trop. Ah non, j'imagine. Ouais. Disons, en entretien standard, typiquement, refaire la peinture, changer quelques trucs, appareils sanitaires, etc., des petites cases comme ça. Il y en a quand même assez régulièrement, ou bien une accélération par rapport à un appart normal ou... Non, franchement, pas forcément. Pas forcément. Après, non, franchement, pas forcément. Après, c'est clair que si tu veux faire un ameublement de ton studio pour 2000 balles et tu vas chez Ikea premier prix, peut-être qu'après 2 ans, ton lit va tomber, quoi. Et tu vas devoir. Mais c'est plus la faute de l'investissement qui a été mal fait que. Ça, que t'habites à longue durée ou courte durée. Que t'habites c'est ça. Même tu le prends chez toi, ce lit-là, il risque de tomber un jour. Donc, c'est clair. Donc voilà. Mais donc, ouais, non, c'est. Franchement, si t'as pas une malchance, une grosse couille, il n'y a pas de raison qu'il y ait une usure plus prononcée. Après, dans les appart-hôtels, on essaye de maintenir un niveau de qualité, je dirais, un peu plus élevé que peut-être dans un immeuble classique. Et du coup, on refait de la peinture plus souvent. Mais les frais d'entretien, ça va de la peinture à du petit matériel, casserole, poêle, parfois changer un matelas. Et voilà, enfin... Parfois, il y a une cuisine. Enfin, après, tu vois, il y a des cuisinières, elles pètent, mais elles pètent aussi dans un immeuble standard. Donc, complètement. Donc ça, ma foi, c'est le risque d'un investissement immobilier. Ok, d'accord. C'est quoi, du coup, les objectifs après pour Cocoon Co maintenant ? Donc, à 3 ans, on aimerait bien passer les 1000 logements sous gestion. On est à 300 aujourd'hui. Ah, bien. On n'a pas prévu d'ouvrir notre capital non plus.
Donc, Ok. une croissance organique, mais une croissance qu'on va booster maintenant avec justement les apparts hôtels. Forcément, en termes de quantité, c'est aussi intéressant. De travailler bien ces deux segments, donc segment plus privé avec les logements individuels et segment appart hôtel. On a créé une marque d'appart hôtel aussi qu'on va franchiser. On en a 4. Enfin, aujourd'hui, il y en a un qui porte ce nom. La marque, c'est 99 appart hôtel. 99 en toutes lettres. Peut-être le mettre en logo quelque part parce que les gens sinon ils comprennent pas. Et c'est 99 en toutes lettres. Et ça, on va en ouvrir un à Lausanne justement. Donc on attend un permis pour faire les travaux. Donc je crois que c'est 35 chambres. Ok. On en ouvre un à Genève aussi l'année prochaine. On a pas mal de projets autres en cours qui sont pas validés. Mais ça monte jusqu'à 200 studios parfois. Donc les projets, donc c'est aussi conséquent. Toujours en Suisse. Toujours en Suisse. Et donc ça c'est un peu la musique d'avenir. Après c'est aussi bien s'entourer, trouver la bonne équipe, trouver le bon équilibre. On a pas mal de projets aussi justement sur l'arc lémanique. Donc on a aussi un pied à terre là-bas. On va faire la balance entre le Valais et Genève-Lausanne. Vous avez un bureau là-bas? Oui et non, moi j'habite Genève, donc Ok. on a une adresse là-bas. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Après c'est plus beaucoup de choses. Vous gérez tout à distance, quoi. On gère alors tous nos opérations, je dirais service client sont gérés à distance. Après le housekeeping, etc. C'est compliqué de gérer à distance, mais donc non, tout ce qui est conciergerie, housekeeping, on est sur place. Après tout ce qui est arrivé et service client, c'est tout. Donc la réception en fait d'un hôtel, c'est tout à distance. Ok. Et vous avez un service de housekeeping à l'interne chez vous? Ou bien c'est tout? Non, on n'a pas directement de housekeeping chez nous. Par contre, on a des personnes responsables du service housekeeping chez nous. Ok, d'accord. Donc, aujourd'hui, vous êtes 13? Ouais. Vous allez augmenter? S'il faut, on augmentera. On ne s'est pas fixé de limite de nombre de collaborateurs. Okay. Le moins on aime, mieux ça. Mais non, on ne s'est pas fixé de limite. Et non, on a une super équipe. On a vraiment de la chance avec ça. C'est primordial aussi pour le succès déjà des logements, des clients, de l'expérience client. Juste d'avoir une bonne équipe réactive. Je pense aujourd'hui dans l'hôtellerie, la réactivité et la qualité du logement, ça fait la différence dans le service, dans notre offre et dans le service qu'on offre. Ah, c'est clair. Vous êtes déjà en Suisse allemande? Vous bossez en Suisse allemande ou pas du tout? On est en Haut-Valais, c'est pas vraiment la Suisse allemande, et on a un logement à Gersau, okay. Au bord du lac des Quatre Cantons. Okay. C'est vraiment aussi un objectif d'y aller. On sait que c'est pas forcément facile. Non. Mais non, c'est vraiment, il n'y a pas de limite aussi par rapport à ça. Je crois qu'à l'interne, je suis à peu près le seul qui parle pas allemand. Donc il n'y a pas vraiment de limite par rapport à ça non plus. Là, on veut vraiment asseoir notre notoriété, développer notre parc de logements et d'appart hôtels en Suisse romande. Il y a déjà beaucoup à faire, mais c'est clair qu'une destination comme Bâle, Zurich, Berne, au niveau appart hôtel, business, il y a énormément de demandes et c'est super intéressant. Et il y a aussi beaucoup de beaux projets qui se font là-bas. J'ai l'impression que ça va plus vite de leur côté, mais j'en suis pas sûr. Enfin, j'ai l'impression, c'est qu'une impression. Et du coup, c'est clairement aussi un objectif. Le Tessin aussi en est un. Je pense que Lugano est très attractif. Parce qu'une grosse partie de vos locations, c'est pour le business ou rien à voir? Des gens qui voyagent pour le business. On a des groupes de travailleurs, je sais pas, ça peut être des architectes, des ingénieurs, ou des gars sur le chantier qui viennent de l'étranger, qui ont besoin de 6 mois, 1 an d'un studio. Et souvent, c'est des gars qui font les 3-8. Enfin, on a eu des cas de gars qui faisaient les 3-8, donc ils sont là pendant 14 jours en Suisse. Après, ils repartent, il y en a d'autres qui arrivent. Et du coup, ils sont contents d'avoir un petit chez eux plutôt qu'être à l'hôtel, d'avoir leur cuisine, de pouvoir se faire un peu à manger. Dans les 3-8, c'est des horaires qui sont particuliers, donc les restos sont pas toujours ouverts à l'heure où ils finissent, où ils veulent manger. Du coup, l'appart hôtel, c'est vraiment idéal pour ça. Votre immeuble à Aigle, il est rempli par des gens de Montée, alors? Par le site chimique? Non, il n'y a pas beaucoup de collaborateurs, je crois, là-bas. Mais on a peut-être eu quelques-uns. On a pas mal l'UCI. Sinon, on a l'armée suisse. L'armée suisse, c'est un gros client. Un gros client et un très bon client. D'ailleurs, lui, ça. Ils ont des bons budgets.
ils ont des bons budgets par soldat. Et c'est très appréciable de les avoir. C'est vraiment des gens sympathiques. Et Ils exposent pas les appartes, je pense. Non, franchement, ils dorment pas beaucoup à l'armée. Donc ils sont pas beaucoup de temps dans l'appartement. Et souvent, ils sont 2 par chambre. Donc, non, voilà, ça a débuté pendant le Covid, par exemple. Ils pouvaient plus aller en caserne, les militaires, du coup, ils devaient aller dans les hôtels. Et certains ont apprécié le choix à l'hôtel, et du coup, ils y restent. C'est puisque c'était l'armée. Et toi, à titre privé, t'es intéressé par l'immobilier ou pas du tout? Parce qu'au Ouais, final, bien sûr. de base, tu viens pas du domaine de l'immobilier, directement. Non, pas du tout. J'ai fait l'école suisse de tourisme et j'ai fait un EMBA de l'HSSO, donc c'était un master MBA à Lausanne. Mais vraiment, c'était par hasard. Comme je t'ai dit, c'était mon travail de bachelor. J'ai voulu mettre 2-3 chalets sur Airbnb, tester comment ça fonctionnait. J'avais pas forcément une vocation entrepreneuriale à la base. Je me suis jamais dit que je voulais être entrepreneur ou quoi que ce soit. Ça m'est tombé dessus. Je me suis rendu compte que j'étais des merdes pour réussir à tout gérer tout seul. Et voilà. Après, c'est parti comme ça. Après, j'ai commencé à m'intéresser. Enfin, au début, c'était beaucoup des clients privés, donc c'est pas forcément très technique au niveau immobilier. Après, j'ai rencontré des propriétaires institutionnels, ça devenait plus technique. J'ai commencé à apprendre un peu sur le tas comment ça se passait. Je suis allé à des forums immobiliers, je suis allé à des conférences. Et maintenant, je m'intéresse de plus en plus. C'est super intéressant. Et d'un autre côté, c'est un peu frustrant aussi, je pense, comme domaine d'activité. Je pense qu'il y a beaucoup de régulations, de freins, même des limitations. Je pense, je sais pas, les gars de notre âge, la plupart, on est locataires de nos appartements. Aujourd'hui, si tu reprends un pays comme la France, par exemple, les gars de notre âge sont tous propriétaires déjà. Donc on a l'accès à la propriété qui est quand même très compliqué. Donc déjà, à titre privé, l'immobilier, c'est plus une illusion, enfin pas une illusion, mais c'est plus quelque chose à long terme qu'à court terme parce que cet accès à la propriété qui est compliqué. Et à titre d'investissement, c'est intéressant, mais pareil, t'es en compétition avec des gros acteurs. Et du coup, il faut que je suive un peu plus tes podcasts pour... Et je parle de ça tous les jours, 3 vidéos par jour. J'écoute déjà et j'en ai déjà beaucoup appris en t'écoutant et ça c'est super cool ce que tu fais par rapport à ça. Justement des gars comme moi ça pousse, ça donne un peu confiance et ça pousse un peu à aller vers justement vers l'immobilier, s'intéresser un peu plus près et se dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être multimillionnaire pour pouvoir le faire aussi. Donc ça rassure aussi de ce côté-là. Complètement. Bon, magnifique. Merci en tout cas infiniment pour le partage. Tu as une anecdote encore à partager par rapport à ton parcours entrepreneurial ou bien des locations? Bon, j'en ai pas une comme ça qui me vient à l'esprit, tant au niveau entrepreneurial qu'au niveau des locations. Je pense que j'en aurais 100 parce que franchement, t'es jamais au bout de tes peines et au bout de tes surprises. Mais je pense en location, ça doit être quelque chose. Ouais, en location, c'est quelque chose. Il y a des gars, ils changent le mobilier, ils te rachètent l'immobilier en entier. Alors que c'est déjà meublé. Ouais, c'est déjà arrivé. Mais il a loué combien de temps, le gars? Je sais pas, je pense qu'il restait 1 an. Un gars, il a changé la baignoire en une cabine de douche, sans rien demander. Ouais, t'arrives pour des trucs comme ça, parfois t'hallucines. Mais d'autres anecdotes. Là, comme ça, j'en ai pas vraiment. Je crois que t'es sorti les quelques horreurs qu'on a eues pendant le Covid avec des soirées. Peut-être un truc que je te racontais avant, qui était drôle, c'est que pendant le Covid, forcément, c'était la crise. Les frontières étaient fermées. Tout ce qui était vraiment court terme, ça a été annulé du jour au lendemain. Ouais. Tout ce qui passait par les plateformes de réservation, ça ne nous protégeait pas du tout. C'était... ils ont vraiment mis l'accent sur la préservation de leur clientèle voyageuse. Donc un Airbnb remboursait la totalité du séjour aux voyageurs et donnait rien aux propriétaires. Donc ça c'était dur. Mais par contre, quelque chose qui était très drôle, c'est qu'il y a eu énormément de divorces. Et il y a des gens qui venaient taper à la porte et qui nous disaient je vis avec mon ex depuis 3 mois là, mais là avec le Covid c'est plus possible. Il me faut un studio ce soir s'il vous plaît. Sinon je dors dans la voiture. C'est vraiment la merde. Et ça c'est une clientèle que je pense qui a pu exister que pendant le Covid. Sinon en temps normal tu peux t'organiser un peu mieux. Et c'était franchement il y en avait vraiment beaucoup plus que ce qu'on pensait.
Ah, j'imagine. Donc ouais, non, ça a c'est développé le business. Ouais, alors Merci ça, la pandémie. Ouais, ça a pas compensé, mais c'était un moindre mal. C'est clair. Ok, bon, magnifique. Bah, merci infiniment pour le partage en tout cas. Merci à toi. Félicitations pour tout ce que tu as fait avec Coco & Co. Que moi, j'ai vu, les premiers contacts que j'ai eu avec toi, c'était il y a, je pense, 3-4 ans. Vraiment au début de Coco & Co pour un appartement à Nanda. Ça me rappelle quelque chose, c'était dans quel immeuble? À Victoria. Mais c'était ton appart? Non. C'était pour un client? J'avais vendu l'appartement et le client avait voulu mettre en location. Il l'a mis? Finalement, il a fait le deal ou pas? Et il l'a mis en tout cas un moment, ouais. Il s'appelle comment? Peut-être, maintenant je sais plus. C'était Victoria E2, l'appartement. Mais c'était demi sur les pistes de ski. Le gars, il habite à... exactement. Comment il s'appelle déjà? Menti. Oui. Menti. Ouais. Putain, moi, j'ai une mémoire de merde. Ok. Oui. Mais lui, du reste, et après, je crois qu'il l'a... Je sais plus ce qu'on a fait. Il allait habiter dedans, il a mis quelqu'un de sa famille, ou je sais plus. Je sais pas, après, j'ai pas suivi. Ouais, bien sûr. Okay. Oui. On l'a gardé assez longtemps, celui-là. Ah ouais, voilà. Belle évolution, en tout cas, depuis. Ouais, ça aussi, c'était plutôt au début, quoi. Ouais, c'est clair. Ça fait un break, quoi. Ouais. Et merci infiniment. On essaie depuis le début, là, on essaie de maintenir une croissance entre 20 et 30% par an. Ok. Donc, au début, c'était plus. Je crois que la première année, entre l'année 1 et l'année 2, je crois qu'on fait plus de 300%. Et normal. Normal. Mais ça, tu le fais 300% de rien du tout. Ouais, c'est clair que tu passes de 1 à 3 à 300%. C'est clair. Mais voilà, maintenant, c'est clair que ça fait quelques années qu'on maintient entre 20 et 30% de croissance. Ok. Et, tant au niveau des états locatifs que du chiffre d'affaires que du nombre de biens sous gestion. Et du coup, et de la masse salariale aussi. et du coup, ça, c'est vraiment un objectif qu'on s'est fixé de maintenir ça. Okay. Et alors, c'est pas un objectif en soi, mais c'est juste bien ça montre que la stratégie, elle est bonne et que tout le monde y gagne et que ça valide le projet. Ouais, ok, magnifique. Que ça tourne, quoi. Ouais. Bah, magnifique. Merci infiniment pour le partage. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite, en tout cas. Ouais, merci à toi.